Mon père est décédé récemment. C'était dur pour ma mère et moi. Ça a failli la tuer. Il avait 75 ans lorsqu'il est décédé, et ma mère a maintenant 70 ans. Elle est donc trop âgée pour fouiller elle-même dans ses affaires. Elle est également handicapée, ne peut plus marcher depuis l'âge de 62 ans. Alors, enfant unique, et vraiment son seul contact avec le monde, j'ai décidé de m'en charger. C'était une grande tâche, bien sûr, mais je pensais que peut-être que parcourir ses affaires serait une dernière façon de créer des liens avec lui. Je commence à trier des boîtes poussiéreuses, à déterminer ce qui doit être conservé, ce qui doit être jeté et ce qui doit être donné. C'est plutôt cool de voir toutes les choses anciennes des décennies passées que mes parents ont gardées avec eux au fil des ans. Alors que je déplace des choses, je tombe sur une vieille malle avec une serrure dessus. C'est pas surprenant car mes parents ont toujours été quelque peu secrets. J'attrape et inspecte la serrure. Elle est vieille et rouillée. Je parie qu'avec un bon coup de marteau, elle pourrait se détacher. J'aurais pu prendre le temps de chercher une clé, mais Dieu sait que papa cacherait quelque chose comme ça dans un endroit où personne ne le trouverait jamais. De plus, honnêtement, j'étais pas d'humeur pour une chasse au trésor. Je fouille et je trouve le vieil ensemble d'outils de mon père. J'attrape le marteau le plus lourd et je casse la vieille serrure. Je passe au crible le contenu du coffre. Des cassettes vidéo, un livre pour bébé, quelques vieux vêtements que ma mère portait probablement dans les années 80, et quelques autres choses qui n'ont pas vraiment attiré mon attention. J'étais très intéressé par les cassettes VHS. Je prends une cassette et lis l'étiquette. Anniversaire d'Evan, 88. Je souris et ris tout seul. Je me souviens qu'ils avaient toujours cette vieille caméra vidéo. Il a toujours dit qu'il aimait revivre ses meilleurs moments encore et encore. Je décide d'apporter quelques-unes des cassettes à la télévision dans le bureau de mon père, juste en dessous. Je suis content qu'il ne m'ait jamais écouté quand je lui ai dit de jeter ce vieux lecteur VHS. J'insère la bande noire dans le lecteur et me concentre sur la vidéo déformée qui apparaît lentement sur l'écran. Je suis là, à seulement 2 ans. Je patauge dans une petite flaque d'eau dans un parc avec mes petites bottes de pluie bleues. Ma mère me tient la main et rit. Et vous pouvez entendre mon père dire « Grand saut !» chaque fois que je patauge dans la flaque. Ma mère s'occupe avec amour de mes cheveux châtains foncés. Juste un moment serein capturé sur cette bande, comme une luciole dans un bocal. Je souris en me souvenant de mon père et en entendant sa voix. Ça ne sonnait pas comme ça dans mon souvenir, moins râpeux et plus énergique. Mais néanmoins, c'est bien papa. Je m'assieds et souris à l'écran. Puis mon attention est attirée par quelque chose qui ne va pas du tout. Au loin du parc, à environ 100 mètres, peut-être moins, près de la limite des arbres, il y a une femme qui fait face à la caméra, debout, toute seule. Ses cheveux noirs collent à sa forme émaciée, et sa peau est pâle, du moins d'après ce que je peux distinguer. On dirait qu'elle n'a pas de vêtements, mais des sous-vêtements beiges. Mon père zoome sur le grand sourire que ma mère avait sur son visage, et quand il recule pour monter à nouveau tout le paysage, la femme était partie. Ah, c'était quoi ça ? Je marmonne pour moi-même en appuyant sur le bouton d'éjection. Je regarde les cassettes et je choisis ensuite celle intitulée 4 juillet 89. Le 4 juillet a toujours été un de mes moments préférés. J'insère la bande et au fur et à mesure que l'image s'ajuste, je suis confronté à un moment dont je me souviens presque. C'est moi et ma grand-mère paternelle. Je suis assis sur ses genoux et elle m'aide à manger des palourdes cuites à la vapeur. C'était ma nourriture préférée à l'époque. Je me souviens que je pouvais en manger des tas et des tas. J'ai trouvé réconfortant que mon père et ma grand-mère soient ensemble. Je la regarde essuyer le filet de beurre fondu qui coulait de ma bouche pendant que je mâchais, me délectant du bonheur d'une vie d'enfant sans souci. Mon père fait un panoramique avec la caméra et filme l'immense jardin de mes grands-parents. Les barbecues extravagants tout l'été, les enfants qui couraient, les adultes qui parlaient en mangeant leur viande grillée et leur grande maison dont ils étaient toujours si fiers. La vie parfaite. Mes grands-parents incarnaient la perfection. C'est probablement la raison pour laquelle mes parents se sont autant battus pour leur ressembler. Alors que mon père prend un panorama du paysage, j'ai un sentiment d'effroi lorsque le plan passe devant la fenêtre coulissante. Non, mais il n'y a pas moyen ! Je marmonne pour moi-même alors que je me précipite vers l'avant et appuie sur le bouton de rembobinage. La scène revient à la fenêtre et j'appuie sur pause. Elle est de nouveau là, la même femme aux cheveux noirs, dos à la caméra et appuyée contre la porte coulissante en verre. Elle est plus proche cette fois, peut-être à 20 mètres environ, debout,
parfaitement immobile, presque comme une statue. Le plus étrange, c'est que personne ne la reconnaît. Ils agissent comme si elle était censée être là et s'intègre parfaitement, ou comme si elle n'était même pas là du tout en fait. Quelque chose à ce sujet me donne un sentiment dont je ne peux pas me débarrasser, comme une colère ou une peur. Je sors la cassette et attrape celle qui est la plus proche de moi, Pâques 91. Je l'insère et appuie rapidement sur play, alors que je sens la sueur commencer à recouvrir mes paumes. La scène s'ouvre à moi, en tenue du dimanche, avec mes bonbons dans un panier. Bien que cette fois je ne sois pas aussi intéressé à me remémorer des souvenirs qu'à chercher cette femme, et sans faute, elle est là. Elle est juste devant la fenêtre de la salle à manger, toujours tournée vers l'extérieur. Elle est assez près maintenant pour que je puisse voir qu'elle est trempée jusqu'aux os, et ses bras sont pliés à un angle non naturel, de sorte que ses paumes sont derrière elle et pressées contre le verre, et ses doigts sont pliés comme si elle essayait de se faufiler avec ses ongles. Alors que la scène se déplace autour d'elle, ma mère m'aidant à ouvrir un morceau de chocolat, et notre petit chien de famille courant partout en espérant des restes, elle reste là, toujours comme une photographie. Ma respiration s'accélère, et j'attrape la dernière des cassettes que j'avais. Noël 91. Je prends une profonde inspiration et insère soigneusement la dernière cassette. La scène apparaît à l'écran, et c'est ainsi que je me suis toujours souvenu de nos Noëls. L'arbre dans le coin du salon, l'éclairage légèrement tamisé de notre lampe reflète bien les ornements. Je regarde mon ancien moi, ouvrir des cadeaux et les tenir avec joie. Ma mère se tient à côté de moi dans sa robe rose, les cheveux blonds, tenant son café et regardant mon excitation. Je soupire de soulagement de ne pas voir cette misérable femme. Mais juste à ce moment-là, mon cœur s'emballe et mon souffle se coince dans ma gorge. Elle est là, je la vois, dans le coin juste derrière l'arbre, debout, là, face à la caméra à nouveau. Elle est à quelques mètres de moi cette fois. Je regarde cette femme dans une terreur paralysante, bloquant presque complètement la joie du jour de Noël qui se déroule autour d'elle. Je peux sentir la colère et le mal irradier d'elle à partir de la vidéo. Debout, là, inaperçue dans une scène où elle n'est pas censée être. Puis, je remarque un mouvement. Elle tourne péniblement et lentement la tête. Juste avant d'apercevoir son visage, j'appuie si fort sur le bouton d'éjection qu'il fait presque tomber la cassette VHS de l'étagère. Je ne peux pas reprendre mon souffle et mon corps est engourdi. Quelque chose à ce sujet semble si mal, terrible, déchirant et diabolique à la fois. Je peux de nouveau sentir mes jambes. J'attrape les cassettes et je cours vers le grenier. Je fouille un peu plus dans la boîte. Il doit y avoir des réponses ici. Qui est cette femme? Pourquoi est-elle toujours là? Il y a une cassette, une en particulier qui m'attire. Je la ramasse avec hésitation et je descends les escaliers. Je me dirige vers le lecteur VHS et je lis l'étiquette une dernière fois. Naissance d'Evans. Je prends une profonde inspiration et je place doucement la cassette dans le lecteur. Devant moi, ma mère me tenant comme un bébé, emmailloté et serein. C'est chez eux. Je reconnais la salle de bain de la maison de mon enfance. Ça doit être après qu'il m'ait ramené. Après quelques secondes, la bande se termine. Elle a dû être regardée et non rembobinée. Je rembobine la bande, incapable de regarder l'écran tant que la cassette n'est pas au début. « Il est temps, John !» dit ma mère à la caméra avec un sourire chaleureux au début de la bande. « J'arrive pas à croire qu'ils sont enfin là. Notre petit garçon va rentrer à la maison !» dit mon père derrière l'image. Ma mère commence à monter les escaliers. Tout son corps apparaît. Je suis surpris de voir à quel point elle est mince. Ma mère disait qu'elle s'était à peine montrée quand elle était enceinte de moi. Mais elle a l'air aussi mince que n'importe lequel de mes souvenirs d'elle. Alors qu'ils montent tous les deux les escaliers, elle embrasse mon père et dit « Après toi !» avec un petit rire et on peut voir son geste de la main vers la porte. Elle l'ouvre lentement. Et rien ne peut me préparer à la scène qui s'annonce. Dans la baignoire, il y a une femme. Elle est pâle. Son visage est noir et bleu avec des ecchymoses. Et elle est déshabillée, à l'exception de son soutien-gorge et de sa culotte beige. Je peux voir que son visage est la seule zone blessée, mais ça avait l'air horrible. Son nez est violet et tordu. Je peux voir ses lèvres au-delà du bâillon. Elles ont l'air fissurées et enflées. Elle gémit silencieusement de douleur. Ses bras sont sous son corps et il semble coincé là. On peut voir que l'eau est rose à cause du sang. Et le pire de tout, elle est très enceinte. « Il est temps, Émilie. Il arrive !» dit ma mère à la femme. On peut voir la femme commencer à sangloter alors qu'elle secoue rapidement la tête.
Pour une raison quelconque, je suis incapable de détourner la tête de l'horreur à l'écran. Peu importe à quel point j'essaye de détourner le regard. C'est comme si mes yeux étaient magnétisés par l'écran. Mon esprit me crie de l'éteindre, mais je ne peux pas. De la ceinture de ma mère, elle sort un grand couteau à découper. Mon père la prévient. « Sois prudente, Marianne. » On peut sentir le sourire sur son visage, dans la façon dont il parle. « Ne t'inquiète pas, Jean. Protéger notre bébé est de la plus haute importance. Il va être absolument parfait, » dit-elle en traçant le tranchant de la lame avec son doigt. Elle place alors une main sur la bouche de la femme et lui dit « Merci pour ça, Émilie. C'est une bonne chose. Nous pouvons donner à ce bébé la vie qu'il mérite. Quelqu'un comme toi ne peut pas le faire. » Et avant que je sache ce qui se passait, elle commence lentement et méthodiquement à couper l'abdomen de la femme. Une fine ligne rouge s'ouvre et le sang coule alors que ma mère coupe le ventre de cette femme. Elle hurle et se tord de douleur. « Devrions-nous la faire taire ?» Mon père demande à ma mère. « Pourquoi s'embêter ? Les voisins les plus proches sont à 1 kilomètre. Et quelles sont les chances que quelqu'un marche dehors en février ?» dit-elle nonchalamment avec un haussement d'épaule. « Seigneur, j'ai jamais vu autant de sang de ma vie. » La femme pleure et crie, ou du moins elle essaye. Entre le bâillon et la prise serrée de ma mère, presque aucun bruit ne passe. Le couteau traversa sa peau comme du beurre chaud. Ma mère était tellement concentrée sur sa tâche que la femme qui pleurait et se retournait pour s'enfuir ne l'a guère perturbée. Elle a commencé à rouler sur le côté et ma mère l'a frappée au visage. « Arrête ça! Veux-tu que je blesse le bébé? S'il se fait couper, c'est de ta faute !» Pendant que ma mère coupe la couche suivante pour atteindre l'intérieur, on peut entendre un bruit écœurant. La femme crie plus fort et se fracasse la tête contre le carrelage durement. Peut-être pour se sortir de sa propre douleur. Ça n'a pas fonctionné. Elle est toujours en vie. Mais ses cris d'angoisse deviennent de plus en plus étouffés et deviennent un faible gémissement. Mais on peut voir du sang cramoisi sur le carreau blanc où son crâne est entré en contact. « Le voilà !» j'entends ma mère dire dans la bande. Ça ramène mon attention sur elle. Du ventre de cette femme, ma mère tire un bébé. Le sang recouvre les bras de ma mère jusqu'au coude. Dans ses bras tachés se trouve un petit garçon qui pleure légèrement. Nous nous sommes mis d'accord sur Evan, n'est-ce pas ? Bien sûr, chérie, dit ma mère en nettoyant le corps du bébé et ses propres bras dans l'évier. Elle m'enveloppe alors dans une petite couverture bleue. Qu'allons-nous faire d'elle ? Demande mon père en pointant la caméra vers la femme faible et éventrée. Elle regarde dans la direction de la caméra, mais elle a l'air si éloignée qu'elle ne peut probablement plus rien voir. Ses yeux semblent injectés de sang et vides. Ma mère la regarde et dit « Ça sert à rien qu'elle souffre davantage. » Elle me remet à mon père juste au moment où elle marche vers la femme et pousse sa tête sous l'eau, dans la bassine. On peut voir la femme lutter du mieux qu'elle peut, mais en raison de la perte de sang, elle n'avait plus de force et a rapidement succombé, laissée, noyée dans une mare de ses propres fluides corporels. Ma mère me reprend alors à mon père et me tient devant la caméra, puis m'embrasse la tête. Regardant la scène, je reste assis un moment. Ma respiration est saccadée et mon corps est gelé. Il n'y a aucun moyen que ce ne soit pas une farce. Je veux bouger, mais je ne peux pas. Je lève les yeux vers l'écran noir pour voir mon propre reflet. Je suis pâle, puis je la vois derrière moi. Juste derrière moi, cette femme, tapie juste au-dessus de mon épaule, éclairée par la faible lumière de la lampe de table. Je me retourne rapidement et je ne vois rien. Je cours à l'étage aussi vite que je peux et je passe au crible la boîte une fois de plus. Mon livre de bébé. Je l'ouvre et je vois des photos de ma mère qui semble être enceinte et des photos de moi en tant que bébé. Il y a une photo de ma mère et de plusieurs autres femmes enceintes étiquetées « classe d'accouchement ». Je tourne la page, un morceau de cheveux de ma première coupe de cheveux, un tampon de mon empreinte de pied. J'ai tourné la page à nouveau et j'ai été choqué par ce que j'ai trouvé. Des coupures de journaux, le titre « Jeune femme enceinte de Fresno, toujours portée disparue ». Émilie Jean, 19 ans, a disparu de Fresno en Californie en septembre de l'année dernière. Elle serait enceinte de 6 mois maintenant. On rapporte qu'elle a été vue pour la dernière fois en autostop, sur le côté de l'autoroute. Ses allées et venues sont inconnues. Sa famille la supplie d'aller à la maison si elle en est capable et offre une récompense de 25 000 $ pour son retour en toute sécurité. En dessous, il y avait une photo de cette jeune femme et je vois mes propres yeux verts me regarder et le même nez que j'ai toujours détesté. Elle avait mes cheveux bruns foncés. Je me souviens que je pensais que c'était étrange parce qu'aucun de mes parents ne les avait. Ma mère
où la femme que je pensais être ma mère m'avait dit que ses parents avaient ma couleur. Ils sont décédés avant ma naissance, alors comment le saurais-je ? Je sens le nœud dans mon ventre se resserrer et je tourne la page. Le titre disait « Le corps de la femme disparue Émilie Jean, retrouvé dans un étang local. La dépouille d'Émilie Jean, 19 ans, portée disparue depuis septembre, a été retrouvée ce lundi. Son corps était lesté. » Mon corps n'a jamais battu aussi fort. Je peux sentir la sueur couler de mon front. Cette femme est-elle ma mère ? Mes parents sont-ils des tueurs ? Dois-je les dénoncer ? Mon esprit s'emballe sur cette situation qui ressemble à un cauchemar. Ça ne ressemble pas à la vraie vie. J'ai l'impression que mon cœur pourrait lâcher à tout moment. Comment mes parents pouvaient-ils être de tels monstres ? Mon esprit qui fonctionnait à toute allure est interrompu par le bruit sourd et rapide d'une course dans les escaliers. « Tu n'étais pas censé voir ça, Evan !» J'entends une vieille voix grinçante derrière moi. Je me retourne et là, c'était ma mère. Enfin, ma fausse mère, debout, dans l'encadrement de la porte rétro-éclairée par la lumière du couloir. Autant que je sache, elle ne pouvait pas se tenir debout, encore moins courir vite dans les escaliers. Et le pire de tout, dans sa main, elle tenait l'énorme couteau à découper la viande de la maison.